Ouais, bonjour, je suis Médéric Lamara, professeur de 4. Des belles présentations aujourd'hui sur la bilan supplémentaire. Je suis d'accord qu'il faut connaître le passé pour comprendre le présent, mais le but de ma présentation aujourd'hui, ce sera de maîtriser le présent pour se préparer au futur. Donc, ça sent bien? OK. Donc, ça sera basé sur le mécanisme moléculaire et physiologique de l'adaptation au stress climatique chez les pilotes blanches. Je sais que Guillaume a parlé beaucoup de changement climatique, mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que les prévisions sont inquiétantes. Et lorsqu'on voit ici les interactions entre le climat, les insectes, par exemple, et les arbres, là où toute perturbation au niveau du climat va affecter la santé des forêts, la santé des arbres et la productivité des forêts. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de parler de l'amélioration génétique. Et ici, je vais vous parler des travaux qui ont été effectués pendant mon doctorat sur l'amélioration génétique de l'épinette blanche et comment intégrer l'utilisation des marqueurs moléculaires dans un programme d'amélioration. Pour l'épinette blanche, déjà, il est très avancé au Québec. Comme vous le savez, l'amélioration génétique est une des étapes de sélection, d'évaluation, de propagation. Donc, il y a le traditionnel, il y a avec les marqueurs. Mais pour l'évaluation, par exemple, on cherche toujours à sélectionner les individus qui ont des intérêts demandés, par exemple, par l'industrie forestière. Surtout, je vais parler des qualités du bois. Et lorsqu'on utilise les marqueurs moléculaires, on va raccourcir le cycle à 10 ans au lieu de traditionnel qui est de 28 ans. L'utilisation de dissecter, bien maîtriser, bien comprendre l'architecture génétique des caractères complexes est très important dans un contexte aussi d'adaptation et d'évolution et de la conservation et la diversité, de la diversité génétique, parce que toute perte de la diversité génétique signifie que les arbres sont plus vulnérables aux attaques pathogènes, par exemple, ou bien au changement climatique. Pendant mon doctorat, j'ai pour bien étudier l'architecture génétique des caractères complexes, j'ai fait appel à plusieurs techniques ou bien plusieurs thèmes, la génétique quantitative pour voir est-ce que les caractères sont héritables ou non, et aussi calculer les corrélations génétiques et phénotypiques. La génétique moléculaire aussi pour voir les SNP. Guillaume a introduit déjà la notion de SNP. C'est pour voir est-ce que les SNP, il y a des SNP dans des gènes candidats et voir l'expression aussi de ces gènes dans les tissus et construire ce qu'on appelle des réseaux de co-expression. Pour ce faire, nous avons phénotypé une population de 1694 arbres et les données phénotypiques nous ont servi pour faire des analyses de génétique quantitative sur l'héritabilité et les corrélations génétiques et phénotypiques entre les caractères. Et la deuxième étape, c'était de génotyper cette population avec 6385 SNP et faire des analyses d'association entre les données génotypiques et les données phénotypiques, ce qui nous a permis de déterminer les gènes d'intérêt. Après ça, on a étudié leur expression et leur fonction, que ce soit dans le bois initial ou dans le bois initial. Ici, je parle beaucoup plus de caractère de qualité du bois. Et les analyses d'association nous ont permis d'obtenir des listes de gènes de plus de 200 lorsqu'on utilise un p-value de 0.05 et lorsqu'on passe correction pour test multiple, on obtient zéro gène qui sont, il n'y a aucun gène qui sort significatif. Sans rentrer dans les détails statistiques et biologiques, mais nous avons décidé de travailler avec des listes de gènes de plus de 200. Et au lieu d'utiliser des analyses statistiques, nous avons utilisé une approche beaucoup plus combinée, qui est l'utilisation de l'expression et des réseaux de co-expression. Mais d'abord, nous avons comparé les résultats des analyses de génétique quantitative avec les résultats de génétique. Là, on voit ici que c'est par exemple la corrélation génétique obtenue avec la génétique quantitative est faible,
le nombre de gènes partagés entre deux caractères est très faible. Donc, il y a une corrélation entre les résultats des analyses de génétique moléculaire moléculaire et quantitative. Par contre, si la corrélation génétique est élevée, 0,8, on voit que les deux caractères partagent plus de gènes. Excuse-moi, l'appareil. La deuxième étape était de prendre cette liste de gènes et voir, étudier leur expression dans différents tissus. Et dans notre laboratoire, nous avons construit une base de données de plus de 24 000 gènes. Là, on a déterminé leur expression de l'épinette blanche, leur expression dans les différents tissus. Et on a construit ce qu'on appelle des modules de coexpression. Par exemple, le module M2 est constitué de deux clusters, rouge et jaune. Un module de coexpression, par définition, c'est le regroupement de deux clusters de gènes contrastés au niveau de leur expression dans un tissu. Donc, c'est basé sur l'expression dans le xylème. Ce qu'on voit en jaune, c'est fortement exprimé dans le xylème, et gène 2, c'est faiblement exprimé dans le xylème. Donc, nous avons, pour raffiner la liste des gènes qui sont significatifs, par exemple, pour la densité, c'est sûr que les gènes intéressants, pour moi, ce seront les gènes qui sont fortement exprimés dans le xylème. Et à partir de ce module de co-expression, nous avons introduit la notion pour la première fois chez un conifère, ce qu'on appelle des hap genes. Les hap genes sont les gènes qui sont fortement corrélés avec d'autres gènes. Et vraiment, on a trouvé que dans notre réseau de co-expression, c'est le NAC7 qui est très connecté, c'est un facteur de transcription. Et dans l'Arabidopsis, c'est le gène qui switch on, switch off, plusieurs gènes aussi, donc c'est intéressant. Il y a d'autres gènes de modules de co-expression. On va les voir tantôt dans le réseau. Mais étant donné que c'est un gène intéressant, nous avons suivi sa variation dans le temps. Et on a trouvé que ce gène est fortement exprimé dans le début de la saison de croissance jusqu'au presque début août. C'est la date de début de l'allaitement. Donc, c'est un gène beaucoup plus pour le développement, contrairement au gène NAC8. Et nous avons construit ce qu'on appelle un réseau de co-expression. Là, on voit notre fameux gène NAC7 est dans le milieu et connecté à plusieurs d'autres. On voit aussi des gènes MIP4, MIP8 qui sont beaucoup plus impliqués dans la biosynthèse de la lignine. Donc, c'est un gène peut-être responsable de, on ne sait pas si switch on ou switch off, mais c'est un gène qui est fortement corrélé à plusieurs d'autres gènes. Et ce réseau aussi nous permet de déterminer est-ce que les gènes sont exprimés, est-ce que les gènes sont exprimés dans le bois initial ou bien le bois final, et aussi les couleurs pour déterminer leur variation dans le temps. Donc, c'est un réseau qui regroupe tous nos résultats sur la génétique moléculaire. Ces travaux ont été publiés dans deux articles dans le New Phytologist. Et le deuxième chapitre était de déterminer l'architecture génétique de la résistance à la tordeuse. Donc, il va s'intéresser. Donc, on a utilisé quatre phénotypes, piscine, pisciole, pingénol et l'expression du gène bêta-glucosidase. Ici, j'ai vu toxique parce que c'est cette forme-là que l'épinette blanche, lorsqu'elle est attaquée, elle va sécréter le pisciol et le pingénol, qui sont toxiques pour la tordeuse. Et lorsqu'ils sont associés à un sucre ici, piscine, elle peut le stocker dans les vacuoles. Donc, associé à un sucre, c'est pour faciliter le stockage de piscine. Il ne sera pas toxique aussi pour la plante. Mais lorsqu'il y a attaque avec la tordeuse, c'est le gène de bêta-glucosidase qui va faire une rupture entre le sucre et le molécule de composé phénolique pour la résistance. Donc, on a plusieurs gènes aussi ont été
plusieurs SNP dans plusieurs gènes. Et on s'est posé la question, étant donné la résistance, c'est pas comme les caractères de la qualité du bois. Parce que la qualité du bois, c'est beaucoup plus des gènes, plusieurs gènes à effet faible, mais pour la résistance, on s'est dit ce sera peut-être des gènes majeurs, un gène majeur ou deux, avec d'autres gènes avec effet mineur. Donc, l'approche était différente d'analyser l'architecture génétique de la qualité du bois, mais dans cette approche, on a utilisé single locus. Si par exemple, on se dit que le caractère est sous contrôle d'un seul gène, ou bien multi-locus, ML, mixed model. Et on a trouvé que lorsqu'on utilise basé sur la résistance d'un seul gène, il y a seulement deux gènes qui sont, deux SNP dans deux gènes qui sont significatifs et le pourcentage de variance expliquée est faible. Mais lorsqu'on travaille avec des multilocus, le nombre de gènes augmente ainsi que la variation phénotypique expliquée. Donc, par exemple, pour la piscine, on arrive à expliquer 20%, pour PCL 43%. Donc, ce qui est très bon. Donc, c'est un caractère à multilocus, pas single locus. Et on a utilisé le multi-trait, plusieurs caractères aussi pour déterminer les gènes pliotropiques. Après ça, nous avons aussi analysé l'expression de ces gènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé que ces gènes-là sont fortement exprimés dans les aiguilles des feuilles ici, qui est logique pour les gènes de la résistance à la tordeuse. Et ces gènes-là sont impliqués dans le métabolisme du carbohydrate, le métabolisme des composés phénoliques et le stress oxydatif. Après ça, on s'est posé la question sur, étant donné que la biosynthèse des composés phénoliques engendre un coût métabolique, un coût énergétique, est-ce que les arbres qui investissent beaucoup dans la biosynthèse des composés phénoliques vont affecter leur croissance? Donc, on cherchait de savoir est-ce qu'il y a un trade-off, un compromis entre la résistance et la croissance. Et on a fait une analyse sur les corrélations entre les composés phénoliques et les caractères de croissance. On a trouvé qu'il n'y a pas de compromis, donc la biosynthèse de ces composés-là n'affecte pas la croissance de l'arbre. Donc, ces travaux ont été publiés dans deux journaux aussi, BMC et le Scientific Reports. Donc, ça, c'est des travaux pendant mon doctorat, mais dès que j'ai commencé à l'UQAT, j'ai commencé à développer certains axes de recherche liés beaucoup plus à l'adaptation de l'épinette blanche au changement climatique. Donc, lorsqu'on regarde seulement le Québec, l'augmentation, ce sera de 2 à 3,5 d'ici 2100. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y aura une augmentation de la température plus au sud et augmentation des précipitations plus au nord. Donc, ce qu'on comprend ici, il y aura plus des épisodes de sécheresse au sud, il y aura migration des conditions favorables vers le nord. Et lorsqu'on regarde la migration, donc c'est la migration, avant de commencer à parler de la migration assistée, donc il y aura tendance aux populations pour qu'elles soient dans leur environnement, migrer de pop A vers pop B parce qu'elle était en 7. Donc, pour qu'elle soit en B, il faut qu'elle cherche aussi 7 degrés dans 2100. Donc, mais la vitesse de migration des espèces ne suit pas la vitesse de migration des changements climatiques. Donc, BIP jamais sera capable de l'intérêt de l'intervention de l'homme pour aider les espèces à migrer vers des endroits plus favorables et rencontrer les conditions climatiques favorables. Donc, mais on ne le fait pas dans le coffre de nos voitures. Il faut se baser sur des analyses plus, plus scientifiques. C'est les axes de recherche de mon premier projet de recherche sur la migration assistée. Là, on essaye d'intégrer la capacité d'adaptation au stress environnemental dans les modèles de transfert de l'épinette blanche. La plupart des modèles de transfert maintenant sont basés sur des données empiriques qui intègrent, par exemple, les extrêmes climatiques. Et quand je dis les extrêmes climatiques, c'est beaucoup plus le gel et la sécheresse. Donc, excusez.
Donc, il y a, dans ce volet, on s'intéresse à la génétique et la physiologie des stress hydriques et thermiques en conditions contrôlées, la croissance et la tolérance au gel en conditions naturelles, l'acclimatation thermique de la photosynthèse, de la respiration et la modélisation. Toute une équipe, les deux, la scène Benjamin, sont rendus maintenant des chercheurs. Benjamin, d'ailleurs, c'est l'étudiant de doctorat de Yves. Donc, toute une équipe, on collabore aussi encore sur, les fréquences de gel au Québec. Et lorsque j'ai commencé en 2021, l'idée du projet, c'était de beaucoup plus de s'intéresser au gel eutonal. Mais Yves avait un pas d'avant. Il parlait beaucoup, il a publié sur le gel printanier, mais on a dit peut-être que le gel du printemps, ce n'est pas important. Lorsqu'on a vu vraiment des dégâts, ça c'est des dégâts de mes plantations en 2021, on regarde que a brûlé tous les bourgeons. Et pourquoi? Parce que en 2021, il y avait un mois de mai très chaud. On a une température de plus de 20 degrés, 23, 25, pendant presque 3 semaines. Après ça, une chute de température à moins 6, qui a provoqué un débourrement de toutes les populations de l'épinette blanche, que ce soit au sud, au centre et au nord. Et après ça, la chute de température a provoqué vraiment des dégâts importants, ce qui nous permet d'analyser, de documenter ces dégâts dans un papier qui est sorti récemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'adaptation, mais ce qu'on a remarqué ici, c'est que même dans les plantations, il y a des populations locales. Et ce qu'on a remarqué avec ce gel-là, même les populations locales étaient de même, la sévérité était de même que les populations du Sud. Donc, il n'y a pas une adaptation locale au gel, mais l'autre chose à indiquer, c'est que le gel était très sévère. Donc, était très sévère, ce qui ne nous a pas permis de voir la différenciation entre les populations. Peut-être s'il était modéré ou faible, on va voir une différence génétique entre les populations. Mais lorsqu'il est sévère comme ça, même la population locale était du même niveau que les autres populations du Sud. Avant de commencer à travailler sur la migration assistée, nous avons fait une analyse aussi pour voir c'est quoi l'évolution du terme migration assistée. Puis, on a trouvé que c'est toujours lié au changement climatique au centre, mais nous avons aussi déterminé des axes de recherche, ici en rouge, qui n'ont pas vraiment étudiés. Et ce qui constitue des axes de recherche futurs, par exemple, si on voit la mortalité ici, la phénologie, donc l'un des axes des objectifs de recherche qu'on est en train de faire maintenant, c'est de suivre l'ahoutement dans 2 sites, un au nord et l'autre au sud. Et ici, on voit aussi la sécheresse, l'adaptation, donc sont des axes de recherche pour le futur. J'ai discuté avec Carole aussi sur les collaborations, puis on a regardé aussi est-ce que au niveau de collaboration internationale, c'est sur la migration assistée. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le Canada et les États-Unis sont les plus impliqués dans les études de la migration assistée. Donc, même au niveau de collaboration, on voit que avec l'Europe, c'est quelques collaborations avec l'Angleterre et aussi l'Allemagne, mais c'est des collaborations faibles. Donc, si on voit l'Europe, c'est beaucoup plus des publications au niveau de l'Angleterre. Et ce qu'on a remarqué, c'est que peut-être la migration assistée, c'est un problème nord-américain beaucoup plus qu'européen. Et en discutant avec Carole, on a dit c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé vraiment que c'est un problème, parce qu'on regarde la France, c'est ici quelques collaborations avec l'Allemagne, mais ce n'est
ce n'est pas autant que ce qui se passe au niveau nord-américain. On arrive au volet de comment analyser l'adaptation génétique. On voulait analyser le transcriptome, donc on va analyser l'expression des gènes, on va extraire l'ARN, mais pour ce faire, il faut voir deux environnements, les mêmes populations plantées dans deux environnements différents. Dans notre cas, je vais présenter le dispositif, mais ce sera le sud et le nord, avec les mêmes populations. Et on va extraire l'ADN, l'ARN dans les deux environnements, puis faire des analyses RNA-seq, puis voir les gènes qui sont différentiellement exprimés entre les deux sites, ce qui nous a permis aussi de déterminer quelles sont les interactions aussi avec le génotype et l'environnement pour pouvoir détecter des signes d'adaptation. Donc, comme je vous ai dit, on s'est basé sur deux sites. Ici, Andover, c'est beaucoup plus proche à Montréal. Et puis, Roseau, c'est beaucoup plus proche à l'Abitibi, donc le sud du nord et le sud, et le nord du Québec et le sud du Québec. Et dans ces deux sites, il y a 6 sources génétiques qui ont été plantées, et selon un gradient de 5,8 degrés, et c'est une densité de 2000 plants par hectare. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a 9 sites tout au long le nord, le centre et le sud ici. Donc, c'est trois plantations par site. Et ce qui nous a permis de faire des analyses de la migration assistée, puis des analyses même moléculaires. Et pour l'analyse de l'ARN, on fait des extractions des bourgeons de l'année pour, par exemple, ici Andover, proche de Montréal, dans le sud. Puis la même chose pour le nord. Et ces sites sont prévus pour connaître des conditions plus chaudes et sèches et un gel saisonnier. Donc, les plantations sont passées par plusieurs stress environnementaux. Et ce n'est pas seulement de faire un seul échantillonnage. Donc, on a fait 5 échantillonnages pendant la saison de croissance. Donc, il y a le premier échantillonnage, c'est la phase végétative, début de l'automne, fin de l'automne, fin de l'écodormance, et le 5e mois, c'est le l'endodormance, pour suivre tous les stades de croissance de l'épinette blanche. Et nous avons échantillonné 6 arbres par 2 blocs, 6 vergers, 2 sites, 5 périodes à 6. Donc, le total, c'est 720 échantillons. D'ailleurs, je cherche un PhD pour faire les analyses. Bonne chance pour lui pour l'extraction de l'ARN. C'est motivant. Avec ça, bonne chance. Les bons scrutins. Je m'inscris mais c'est seulement pour répondre aussi à Guillaume, c'est ça, si on veut vraiment voir une évolution de la transcriptomique des gènes qui sont fortement exprimés dans un endroit et faiblement exprimé dans l'autre. C'est ce genre d'analyse qu'il faut faire. Par exemple, si un gène est fortement exprimé ici dans une température de 21, est-ce qu'il sera la même chose dans une température plus au nord, par exemple à 15 degrés? Donc, c'est ce genre des gènes différentiellement exprimés qu'on voulait voir pour voir les gènes qui sont impliqués dans l'adaptation de l'épinette blanche. Ça, c'est en plan dans les plantations à l'extérieur, mais pour le stress hydrique le stress hydrique est une expérience sociale. Là aussi, on a appliqué 3 régimes de stress hydrique, sans stress hydrique modéré et sévère, sur des plants de 2 ans de l'épinette blanche. Il y a 6 de Québec, 6 sources génétiques, les mêmes qui ont été plantées à l'extérieur. On a choisi aussi 2 de l'Ontario et 2 de l'Alberta. Donc, ce qui fait qu'on est en train de travailler avec
10 sources génétiques sous conditions contrôlées. Et les traitements de température choisis, c'est 3 températures aussi. Et ce qu'on voulait faire avec les analyses de l'expression des gènes, c'est échantillonner avant le stress hydrique, pendant le stress hydrique et après le stress hydrique. Donc, on va suivre l'évolution du transcriptome tout au long d'une série d'expériences. Donc, toutes ces analyses vont nous permettre de voir est-ce qu'il y a une signature basée sur l'expression génique de l'adaptation locale, des modèles forts d'évolution et de plasticité adaptative et le rôle des gènes pléiotropiques qui sont impliqués dans différents caractères. Pour les analyses physiologiques aussi, on s'intéresse surtout sous serre. On s'intéresse aux échanges gazeux, la photosynthèse et la concentration du rébusco parce qu'on travaille avec 3 régimes de température. Donc, on s'intéresse beaucoup au rébusco et rébusco activase. Et pour la cavitation aussi, pour la sécheresse. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour des conditions à l'extérieur. D'ailleurs, les échantillons ont été envoyés à certaines belles zones ici à Bordeaux. Donc, on vient de recevoir aussi les résultats des analyses de cavitation. Un autre axe de recherche que je suis en train de développer aussi, c'est la métagénomique. Donc, en 3 questions, quelles sont les communautés, par exemple, bactériennes qui se trouvent ici, qu'est-ce qu'ils font et comment ils sont en train de le faire. Donc, il y a 3 questions qu'il faut répondre pour les questions de métagénomique. Et je suis en train de développer aussi une collaboration avec Adam sur la paléo. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est tout ce qui est omique, transcriptomique, génomique, métagénomique, épigénétique. Donc, il y a tout ce qui est omique, c'est vraiment mon champ d'expertise. Puis, il est aussi à l'adaptation. Thank you.